Bonjour, chers collègues. Bonjour, monsieur le rapporteur. Donc, nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête et dans le cadre de toutes les auditions. Je salue donc monsieur Joël Ruffy, responsable du pôle juridique et institutionnel de l'association Amorce. Nous avons des obligations juridiques. Et donc nous entamons nos travaux avec l'audition de cette association Amorce qui accompagne les collectivités territoriales dans la transition énergétique, la gestion des déchets, l'économie circulaire et la gestion durable de l'eau en favorisant le partage d'expériences. Mesdames, Messieurs, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement de services publics de proximité et la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique et donc avant de vous donner la parole, pendant un laps de temps d'une vingtaine de minutes, et puis ensuite il y aura les questions du rapporteur et puis les questions des collègues. Je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main et en disant je le jure. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Voilà, et donc je vous invite à prêter serment, monsieur Ruffy. Je le jure. Merci beaucoup. Donc on vous donne la parole, comme je l'ai dit, et puis ensuite ce sera notre collègue. Alors, oui, on donne la parole au rapporteur. Il le souhaite, oui. Oui, bien sûr, vas-y. Merci, monsieur Ruffy, mes chers collègues. D'abord, un petit propos pour présenter le cadre de notre commission d'enquête pour qu'on se cale bien sur les propos qu'on va échanger. Donc, évidemment, nous, on considère ici au Sénat que les collectivités territoriales, quel que soit l'échelon, sont le pilier de la démocratie locale et les acteurs principaux de l'action publique de proximité, mais qu'elles ont été privées depuis plusieurs années de ressources propres, en particulier fiscales, et que cette situation fragilise leur autonomie financière et les place souvent dans une situation de dépendance préoccupante vis-à-vis des votes annuels au Parlement. On l'a vécu sur le dernier projet de loi de finances, et la part croissante des produits d'impôts nationaux dans leurs ressources propres tend à rompre le lien entre les dynamiques de leur territoire et leur niveau de fiscalité. Et puis à ces pertes de ressources s'ajoutent des charges croissantes qui alourdissent les budgets locaux, vous le savez, les dépenses de fonctionnement tirées vers le haut par l'inflation et le vieillissement démographique, ou encore la précarité croissante de la population. Et puis les dépenses d'investissement ne sont pas en reste, puisque les collectivités doivent préparer leur territoire, notamment en matière de transition écologique et d'adaptation au changement climatique, vous le savez très bien. Donc oui, puisque les collectivités ont vocation à être les piliers de la transition et assument une part substantielle de son financement, les différents scénarios assignent un niveau d'investissement élevé pour les collectivités. Parfois, souvent, 50% de l'investissement public est généralement attribué aux collectivités, mais faute de moyens suffisants et d'une autonomie financière réelle, les collectivités peinent à assumer pleinement ces responsabilités, alors même que, évidemment, le climat s'emballe et les catastrophes se multiplient. On parle d'un mur d'investissement qui grandit et de la hausse des dépenses de fonctionnement. Ça réduit au final l'autofinancement disponible. Donc face à cette situation, on a trouvé important de vous auditionner, puisque vous êtes plutôt en compétence sur ce secteur de la transition, et on veut mener une réflexion approfondie sur les causes de l'érosion des ressources des collectivités, mais aussi les moyens de s'en affranchir. Et donc on vous laisse la parole pour une courte introduction, puis après je vous poserai quelques questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur Ruffy, je vous donne la parole. Donc.
Bien, merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, notre association accompagne les collectivités maintenant depuis près de 40 ans dans les domaines des déchets, de l'énergie et de l'eau, comme vous l'avez dit. Et une particularité par rapport à d'autres associations de collectivités, c'est que tous les niveaux de collectivités peuvent adhérer chez nous, donc de la commune à la région, ce qui veut dire qu'effectivement, on est très au fait de ces problématiques-là de manque de financement. Et si on peut revenir peut-être sur ces derniers mois, on constate qu'effectivement, on a été grandement marqué par l'instabilité et de nombreuses incertitudes. Elles sont vraies au regard des enjeux géopolitiques qui marquent aussi l'action des collectivités territoriales, qui ont été très durement frappées par les crises énergétiques et qui ont dû faire face à des dépenses non prévues et de fonctionnement très importantes pour maintenir des services publics essentiels à la population. Et puis on assiste aussi à une grande complexification des enjeux. Je citerai quelques exemples, mais la problématique des PFAS, la problématique liée au changement climatique, au dérèglement climatique, les problématiques liées aux difficultés de trouver des assureurs pour leurs installations ou pour les biens. On se retrouve finalement au niveau des collectivités dans un difficile effort à faire entre comment on continue de faire la transition écologique, en s'adaptant en même temps à des enjeux qui sont d'ailleurs aujourd'hui bien plus prégnants, et comment on continue à faire une planification écologique et à essayer d'atteindre des objectifs à 2050 quand finalement il y a des urgences qui se multiplient et qui sont avec des échéances peut-être à la semaine ou au mois prochain. Et ça, les collectivités aujourd'hui, elles sont pleinement au cœur de ces questions et en continuité, elles sont aussi sujettes à des menaces qui sont répétées sur les financements qui sont alloués à la transition écologique. Ça, vous l'avez dit, une suppression progressive de l'autonomie fiscale des collectivités qu'on constate, puisque avec la suppression de certaines fiscalités dont elles avaient directement le bénéfice, elles se retrouvent aujourd'hui à avoir besoin des dotations de l'État et à être finalement quasiment en situation de prestataire sur certains sujets pour l'État, puisqu'elles se retrouvent à devoir attendre les dotations pour savoir quels projets elles vont pouvoir financer, voire presque quels agents elles vont pouvoir engager et à quelles ingénieries elles vont pouvoir mettre sur les sujets hautement importants de la transition écologique, mais aussi de tous les services publics dont elles ont la maîtrise. Et ça est corrélé en plus avec un budget 2025 très inquiétant pour les collectivités, puisque les financements alloués, et il y en a quelques-uns qui sont très marquants, le fonds vert qui a été divisé par 2, les budgets de l'ADEME, notamment sur l'économie circulaire, qui est divisé par 2 également, le budget de MaPrimeRénov', pour lesquels les collectivités sont des acteurs centraux, se voient aujourd'hui en train de négocier finalement avec l'ANA la poursuite d'un service public qu'elles ont mis en place et qu'elles ont porté à bout de bras pendant longtemps. C'est aussi vrai peut-être sur les budgets de l'eau, qu'on pouvait attendre avec le plan eau en augmentation et qui finalement reste plutôt dans une stagnation malgré voilà, les nombreux enjeux qui émergent. On note également une contradiction de plus en plus forte entre les travaux qui ont été faits au niveau du SGPE, au niveau des COP régionales et de ce qui est effectivement mis dans le budget 2025. Si on prend la PPE en consultation, par exemple, et je prends un seul exemple, on va attendre à ce que le fonds chaleur finance une augmentation des réseaux de chaleur, puisque c'est ce qui est prévu dans le décret PPE en consultation. Pourtant, le fonds chaleur n'augmente pas cette année. Il a même été menacé d'une division presque par 2 également, et ça a été rétabli in extremis. Mais aujourd'hui, le constat est à faire auprès de l'ADEME. L'ensemble du budget alloué est aujourd'hui déjà consommé, puisque l'ADEME avait en stock presque 1 milliard de projets en fin d'année 2024, et le budget ne permettra pas de tous les financer de toute manière. Donc on pousse un tas de sable et on ne va pas forcément franchir le cap qu'on attendait. À côté de ça, et vous l'avez dit également, nous ce qu'on défend, c'est que la transition écologique, on a souvent tendance à l'opposer avec la rigueur budgétaire, ou en tout cas avec le sérieux budgétaire. Alors que pour nous, et on le constate aussi dans les territoires, la transition écologique et énergétique est vectrice de souveraineté et d'indépendance.
c'est le cas des réseaux de chaleur notamment. Elle est vectrice de développement économique et de création d'emplois non délocalisables sur les territoires. Elle peut également préserver et amener à préserver le pouvoir d'achat quand on éduque à la sobriété. On trouve que les habitants finalement s'y font, et c'est ce qu'on a pu constater avec le plan de sobriété. Les actions, elles étaient faisables, et on a atteint des objectifs en mobilisant autour de cette question de sobriété qui était importante. Et puis, la préservation de la santé, de la biodiversité, des générations futures va avoir un coût de toute manière, autant l'anticiper maintenant avec une transition nécessaire. C'est pourquoi nous, on a un message un peu clé, c'est que si on ne trouve pas de nouvelles recettes liées à la transition écologique et qui vont financer cette transition écologique, de toute manière, in fine, ce seront les ménages qui la paieront. Et ça, c'est très visible dans les budgets locaux, puisque quand on prévoit une taxe générale sur les activités polluantes qui va presque atteindre aujourd'hui 850 millions de prélèvements sur les collectivités, c'est dans la TOM que les ménages vont la retrouver. Et cette taxe, elle n'étant pas affectée, elle ne va pas en contrepartie pouvoir financer des projets d'économie circulaire, et on se retrouve, collectivités et ménages, piégés dans une boucle qui n'est pas vertueuse, puisque cette taxe se transforme petit à petit en taxe de rendement qu'on ne voudra après jamais réaffecter à l'économie circulaire. Donc l'augmentation de la TOM, elle est très réelle. Dans les dernières enquêtes qu'on a pu mener, on note presque 15% d'augmentation sur ces dernières années sur la TOM, liée au coût de l'énergie, mais pas seulement. La TGAP est un facteur de hausse de la TOM. Le prix de l'eau, qui aujourd'hui est assez compétitif au niveau local, presque toutes les collectivités se posent la question de est-ce que ça va être tenable, est-ce qu'il va falloir l'augmenter, et quand on voit la multiplication des enjeux de polluants émergents ou autres, et les redevances qui en face seraient censées financer les traitements ou appuyer les collectivités ne sont pas suffisantes, et donc c'est les ménages encore une fois qui vont payer ça dans le prix de l'eau. La facture d'énergie, c'est la même chose. Les réseaux de chaleur, même s'ils ont bénéficié d'un bouclier tarifaire, il a été 100 fois moins coûteux sur les réseaux de chaleur qu'il ne l'a été pour le gaz ou l'électricité. Et si on avait accéléré cette transition énergétique et la production d'énergie renouvelable, on aurait pu estimer que cette facture d'énergie, elle n'aurait pas autant été augmentée pour les ménages. Et surtout, les ménages ne se retrouveraient pas forcément aujourd'hui à devoir assumer finalement un budget étatique qui est en difficulté parce qu'il faut rembourser ce bouclier tarifaire qui a coûté beaucoup d'argent. Il est donc certain pour nous que de ne pas faire véritablement contribuer les vrais responsables, les surconsommateurs ou les pollueurs, et de ne pas appliquer ces principes un peu cardinaux du droit de l'environnement, va revenir in fine à faire payer les collectivités et à travers elles les ménages. C'est pourquoi nous, on a plusieurs propositions qui sont très transversales, qui sont liées à la transition écologique. Ça fait plusieurs années qu'on souhaiterait qu'une loi de programmation des financements et de la fiscalité écologique soit débattue et adoptée, comme cela existe pour d'autres politiques publiques centrales. Cette loi permettrait de s'affranchir au moins en partie de la logique aujourd'hui d'annualité qui est très difficile à anticiper pour les collectivités puisque chaque année en fait elles se retrouvent quasiment à devoir attendre le budget 2025 pour savoir si elles continuent ou pas à mener les planifications locales qu'elles ont adoptées et si elles continuent ou pas à financer des projets de transition énergétique et écologique. C'est pourquoi cette loi, pour nous, de financement public et de fiscalité de la transition, elle permettrait d'inscrire dans la durée cette logique, elle permettrait d'être claire aussi vis-à-vis des différents contribuables qui seront appelés à contribuer, mais en leur disant que ce sera les comportements les moins vertueux qui seront finalement mis à contribution pour financer au contraire une transition qui est nécessaire. Donc sortir de l'annualité, pour nous, c'est aussi un enjeu. Les CRTE qu'on voit d'un assez bon œil pour décliner au niveau local ce qui a été adopté au niveau national, et la contractualisation peut être un vecteur pour nous de sortir de cette annualisation et de garantir finalement aux collectivités des engagements réciproques, puisque dans les CRTE, c'est elles qui s'engagent à mener des projets, mais il est normal qu'en contrepartie, l'État s'engage à plus qu'1 an
à financer des projets, mais aussi de l'ingénierie. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a regardé d'un très bon œil, puisqu'on était aussi en partie au cœur de ces débats du Fonds territorial climat. Le Fonds territorial climat doit servir pour nous à financer l'ingénierie pour la mise en œuvre des PCAET, voire des CRTE. Et c'est vraiment pour ça que nous, on l'a défendu au départ, dans une logique qui est encore la même, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est d'affecter des recettes qui sont liées potentiellement à la contribution carbone, d'affecter une partie de ces recettes aux collectivités pour qu'elles financent dans la durée de l'ingénierie pour mettre en place les planifications locales et les contractualisations qu'elles se sont engagées à faire avec le préfet. Et puis, il y a pour nous aussi un sujet qui est celui de la dette des collectivités. Il y a aujourd'hui la logique de généraliser les budgets verts. C'est une bonne chose puisque ça va être un premier outil pour communiquer auprès des habitants en disant il y a une partie de la dette qui est consacrée à la transition écologique, mais si ce n'est pas lié derrière à une comptabilisation différente ou alors à une mobilisation différente du secteur bancaire pour financer cette partie de dette, ça ne restera qu'un peu d'affichage et les collectivités resteront dans les mêmes contraintes. Et pour nous aujourd'hui, il y a cette question de soit comptabiliser différemment, soit garantir différemment cette dette verte des collectivités. Et là, l'État aussi a un rôle à jouer auprès du secteur bancaire pour le mobiliser et puis pour permettre finalement de rentrer aussi les aspects positifs dans le remboursement de cette dette et sur un plus long terme. Amorce, et peut-être que je continue par là, a aussi défendu pendant le PLF, comme je vous le disais, des nouvelles recettes. Et nous, on a chiffré nos propositions à peu près 3 milliards d'euros de nouvelles recettes entre nos propositions déchets, énergie et eau, qui peuvent pour nous permettre, en les réaffectant à la transition écologique, de maintenir un niveau de financement suffisant, en tout cas intéressant pour continuer et ne pas finalement abandonner ni l'année 2025 ni l'année 2026 qui en fait se dessine déjà avec une prochaine loi de finances qui va très vite rentrer en débat. Ces nouvelles recettes, elles reposent sur le principe qui est le pollueur-payeur ou le surconsommateur-payeur. En matière de déchets, et d'ailleurs cette proposition a été votée au Sénat, ce qui est une première, nous avions porté ce qu'on a appelé une TGAP amont, c'est-à-dire une taxation sur les produits qui n'entrent dans aucune filière de recyclage ou de REP, et qui permettait à 5 centimes par mise en marché d'intéresser aussi tous ces produits-là, qui aujourd'hui finalement sont les moins vertueux, mais les seuls à ne pas être taxés à leur mise en marché. Puisque d'un côté, vous avez les filières de REP qui contribuent, même si on peut juger insuffisantes les éco-contributions, il y a une contribution. Il n'y en a pas sur tout ce qui finit directement dans la poubelle grise et qui de toute façon ne sera pas recyclable et qui de toute façon sera géré par les collectivités, sur lesquelles les collectivités paieront de la TGAP parce qu'elles devront valoriser ces déchets ou les stocker. Et aujourd'hui, il n'est pas normal que ce soit les seuls ménages et les seules collectivités qui financent cette gestion de déchets, puisqu'il y a aussi là des producteurs et qu'on peut considérer tout autant comme ceux rentrant dans une responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, c'est la première nouvelle recette qu'on a défendue. Et pour nous, elle aurait pu rapporter 500 millions d'euros. Une autre nouvelle recette qu'on a proposée dans le cadre des débats sur le budget, c'est sur les éco-organismes qui ne respectent pas les objectifs qui sont fixés dans leur cahier des charges. Puisque là, c'est la même chose. Les éco-organismes ont des objectifs de collecte de déchets, des objectifs de recyclage. Et quand ils ne les atteignent pas, c'est les collectivités qui se retrouvent à gérer ces déchets. Et là encore, elles paieront de la TGAP sur ces déchets. C'est pourquoi on aurait aimé que cette nouvelle taxation puisse être aussi réaffectée à la bonne personne responsable. En matière d'énergie, on a défendu ce qu'on a appelé un amortisseur socio-environnemental, c'est-à-dire une sorte de corridor de taxation pour le gaz et les énergies fossiles, qui permet, en fonction du prix des énergies, de rehausser la taxation sur la TICGN, finalement, pour que le gaz reste toujours moins compétitif que les énergies renouvelables ou que la rénovation énergétique ou qu'un raccordement au réseau de chaleur. Pour nous, et avec le prix du gaz actuel, elle aurait pu rapporter plus d'1 milliard d'euros à l'État.
On a aussi porté l'idée, on continue de porter l'idée, qui fait le lien peut-être un peu plus avec l'idée de donner des nouvelles recettes. Si vous pouviez conclure dans quelques minutes, Oui. pour que à la fois le rapporteur puisse vous poser des questions et puis aussi les collègues. Mais vous apportez déjà beaucoup de réponses, mais c'est très intéressant. Mais voilà, c'est pour que ce soit plus aucun vivant. problème. Ah, merci. On a donc effectivement, en matière d'énergie, également émis l'idée que la taxe foncière pourrait voir facultativement une part votée par les collectivités qui pourrait être fonction du DPE des logements, et de travailler également sur la cotisation foncière des entreprises en fonction de leurs émissions de GES, et en définissant des seuils adéquats par la négociation avec ces acteurs, on pourrait également réaffecter ces ressources-là pour les collectivités à la rénovation énergétique ou au soutien des politiques des entreprises locales pour décarboner leur activité. Et enfin, en matière d'eau, aujourd'hui, on est face pour les collectivités à un déficit d'investissement de près de 4 milliards d'euros. Les ménages sont pourtant ceux qui contribuent le plus au financement de la politique de l'eau en France, et encore plus au financement des taxations sur l'eau. Pourtant, elles ne voient en retour que 30% des aides des agences de l'eau, alors qu'elles sont à 80% celles qui contribuent. Ça, aujourd'hui, c'est pas normal selon nous, puisque c'est les collectivités qui de toute façon vont avoir à faire face à la dépollution, à la mise aux normes de leurs stations d'épuration, notamment pour appliquer la nouvelle directive sur les eaux résiduaires. Et donc, on a travaillé également à une réforme plus complète des redevances de l'eau, basée d'abord sur une redevance micropolluant, qui, sur la même logique que la TGAP amont, vise à, sur les produits générant des pollutions dans le cycle de l'eau, appliquer une taxation qui permettrait pour les collectivités de financer les traitements qui seront nécessaires pour la dépollution. C'est le cas notamment pour les PFAS et des produits qui aujourd'hui, parce qu'on en fait la vaisselle, parce qu'on les utilise, rejettent des PFAS dans l'eau. Il n'est pas logique que ce soit les collectivités qui soient seules à financer ces traitements en sortie de stations d'épuration. On a proposé également de relever finalement les planchers et les plafonds des taxations de prélèvement, afin de, encore une fois, dans toujours la même logique, rééquilibrer entre ce que payent aujourd'hui les collectivités pour fournir l'eau potable aux ménages et ce que payent tous les autres usagers, qui sont finalement la part majoritaire des préleveurs d'eau en France. Et je termine finalement par dire que ces 3 milliards, pour nous, ils auraient pu être affectés à un fonds vert toujours doté de près de 2 milliards d'euros, à un fonds chaleur qu'on espérait en augmentation, à 1,5 milliard pour au moins faire face au stock de projets dont disposait l'ADEME en fin d'année, et puis à un fonds économie circulaire, réduit aujourd'hui à peau de chagrin, 850 millions de TGAP prélevés sur les collectivités, 170 millions de fonds économie circulaire, qui n'est qu'à 50% donné aux collectivités. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un gap à corriger. À Morse, on a fait un travail de chiffrage. Pour nous, le fonds économie circulaire devrait être autour d'1 milliard d'euros par an pour financer toutes les politiques qu'on juge indispensables au titre de la loi AGEC à mettre en œuvre par les collectivités. Et je terminerai peut-être par là en disant que finalement les collectivités aujourd'hui, elles se retrouvent un petit peu dans une logique de prestataire de l'État, à appliquer des planifications qu'elles n'ont pas forcément décidées d'en haut, sur lesquelles on n'a pas forcément eu un regard très fort sur ce qui avait été planifié au niveau local avant de faire une planification nationale et ce qui était jugé possible par les élus locaux. Et puis derrière, on a privé finalement les collectivités de recettes propres pour pouvoir financer ce qu'elles souhaitaient mettre en place. Je pense qu'il y avait un principe constitutionnel à la base qui était à chaque transfert de compétences vers les collectivités, il devait y avoir un transfert de ressources. Aujourd'hui, par exemple, sur le tri à la source des biodéchets, on a dit aux collectivités qu'il fallait faire ça maintenant, et on a un fonds économie circulaire très, très pauvre et qui, cette année, en 2025, ne va financer qu'à hauteur de 20 millions d'euros les collectivités, quand elles ont un surcoût entre 7 et 20 euros par habitant par an pour mettre en place ce tri à la source des biodéchets. Merci beaucoup. Votre document qui a servi
à votre intervention. Si vous pouviez nous l'envoyer, Oui, ce sans sera problème. aussi précieux pour le compte-rendu. Je m'excuse par avance, enfin je vous prie de m'excuser, je laisserai la présidence à Madame Corinne Ferret, parce que dans le cadre de mes fonctions de président d'Asie du Sud-Est du groupe d'amitié, je suis retenu à partir de 17h45, mais je donne déjà la parole à notre rapporteur qui doit avoir, même si votre présentation était très complète, quelques questions, et puis ensuite si les collègues veulent poser des questions, ils peuvent s'inscrire. Oui, tout à fait. Merci pour ce propos introductif très riche et qui répondait à beaucoup des questions qu'on se posait. Pour refixer un peu le cadre, parce que vous avez donné beaucoup de chiffres et des ordres de grandeur, sur les investissements verts des collectivités. Alors il y a ce budget vert qui est une contrainte, qui a été rendue obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Bon, déjà, est-ce que cet outil, pour vous, il est approprié ou est-ce qu'il peut être un peu dépassé? Peut-être qu'on a du mal à sortir, vous l'avez dit, d'une forme d'affichage, et est-ce qu'il est vraiment utile aux collectivités derrière pour justifier parfois des investissements ou des besoins de financement? J'aimerais bien avoir votre avis sur ce budget vert. Et puis sur le mur d'investissement des collectivités, alors vous avez chiffré à 3 milliards, hein, c'est ça à peu près ce qu'une nouvelle fiscalité pourrait apporter aux collectivités. Vous pensez l'ordre de grandeur pour vous du mur d'investissement pour les collectivités, quels que soient les échelons, vous le chiffrez à combien à peu près dans les années qui viennent par rapport à, effectivement, vous l'avez dit, il y a des stratégies, le SGPE a mis en place une stratégie où les collectivités jouent un rôle particulier, donc peut-être que vous pouvez aussi un peu nous expliquer la taille, ou en tout cas le mur d'investissement dédié à la transition et l'adaptation, en tout cas ça sera mes premières questions, et puis après on approfondira sur la fiscalité. Alors, sur le budget vert, nous, on pense que c'est un outil utile pour les collectivités à quelques conditions. La première, déjà, c'est qu'au-delà de l'imposer aux collectivités, il faut pouvoir les accompagner pour le faire. Il y a plusieurs méthodologies qui existent et les collectivités, aujourd'hui, elles sont déjà dans la difficulté de boucler leur budget, parfois, dans les temps, et donc pour nous il ne faut peut-être pas ajouter une complexité si on n'est pas au niveau des services de l'État. Je pense peut-être à la NCT ou à d'autres services de l'État qui accompagnent en ingénierie, mais en capacité finalement d'aider toutes ces collectivités à le faire. Je pense surtout aux plus petites communes. Pour les collectivités les plus importantes, elles étaient déjà concernées, elles l'ont mis en place. C'est un outil intéressant qui reste néanmoins peut-être un peu complexe pour le simplement justifier auprès des administrés d'une certaine manière. Donc il faudrait pouvoir ensuite en extraire quelque chose de substantiel et d'utile pour les ménages. Et puis pour nous, derrière, au-delà de cet accompagnement pour le faire et de l'affichage que ça peut être, il y a vraiment cette idée, justement, qu'est-ce qu'on fait de ces dépenses vertes ? Comment on les valorise au niveau de l'État, c'est-à-dire comment on les accompagne, est-ce qu'il y a un financement peut-être bonifié, est-ce que les dotations peuvent prendre en compte le fait qu'il y ait des dépenses vertes de fonctionnement ou d'investissement ou pas. Ça, c'est pour nous la clé ensuite pour motiver les collectivités à le faire et rendre cet outil utile pour qu'on puisse dégager des nouvelles marges de manœuvre au niveau local. Ensuite, sur le mur d'investissement, difficile de faire l'addition de tout ce qu'on a pu chiffrer. Pour nous, on a chiffré donc quelques éléments, peut-être que je peux vous donner ça. Par exemple, pour la rénovation des bâtiments publics, on s'inscrit pleinement dans le rapport Pisani-Ferry. C'est au minimum plus 10 milliards d'euros par an, et en très très grande partie au niveau local, pour pouvoir atteindre les objectifs qui étaient fixés dans l'ancienne SNBC. Ces 10 milliards, c'est les bâtiments publics en comprenant l'État. En comprenant l'État, mais aujourd'hui, le patrimoine des collectivités est autrement plus important que celui de l'État, et donc en très grande proportion, ça sera aux collectivités de le faire.
C'est d'autant plus vrai que les nouvelles directives imposent soit de rénover 3% par an de sa surface, soit de prouver qu'on a fait des économies à hauteur de ce qu'on aurait fait en rénovant 3% par an. Donc ce mur d'investissement, il est vrai, et il est d'autant plus vrai qu'il est chiffré pour atteindre des objectifs qui sont aujourd'hui plus ceux-là, puisque c'était selon l'ancienne SNBC, ancienne PPE, et aujourd'hui on a des projections qui nous demandent d'aller plus vite. En matière d'eau, c'est 4 milliards d'euros aujourd'hui par an de déficit d'investissement, 13 milliards d'euros par an de déficit d'investissement au total pour à la fois gérer les coûts environnementaux, les despollutions et les masses d'eau. C'est 4,6 milliards d'euros pour la modernisation et la décarbonation des infrastructures d'eau et d'assainissement, qui est demandée notamment par l'ADERU. Et puis c'est 3 milliards d'euros pour anticiper des coûts assurantiels liés aux sécheresses et aux inondations. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée en partenariat avec le Cercle français de l'eau, qui est très détaillée sur le financement global et ce déficit d'investissement. Mais aujourd'hui, voilà, 13 millions d'euros par an pour la politique globale de l'eau, à peu près 4 à 5 milliards qui seront à financer par les collectivités pour ce faire. Et en réseau de chaleur, je peux vous donner juste un ordre de grandeur qui n'est pas forcément le mur d'investissement, mais depuis que le fonds chaleur existe, on a multiplié, on crée à peu près 50 réseaux par an. Pour atteindre l'objectif PPO3 bas, il faudrait passer de 50 réseaux à 160 réseaux par an pour les collectivités. Et on est plutôt dans une situation où l'ADEME durcit ses critères d'aide pour pouvoir financer un peu tout le monde avec un budget plutôt raboté. Donc on n'est pas sur une trajectoire qui va dans le sens que la PPE elle-même le propose. Merci, c'est assez clair sur le niveau attendu. Sur la fiscalité, vous avez proposé plusieurs pistes dans vos propos, notamment de contributions ou de taxes en amont, et c'est sur le principe du pollueur-payeur, et je trouve ça intéressant. Les questions qu'on pourrait se poser, c'est comment on anticipe les effets de bord que ça peut avoir, notamment en termes d'acceptabilité et d'injustice que parfois ces contributions peuvent faire peser sur le contribuable ou sur les collectivités ou sur l'usager final ou sur les entreprises. Donc, est-ce que ça, vous l'anticipez aussi dans la façon dont vous avez cette approche dans vos mécanismes fiscaux? Et puis, si j'ai bien compris, votre mécanisme d'affectation des ressources fiscales que vous dégagerez à partir de ça, c'est que vous contribueriez à un fonds vert un peu musclé grâce à toutes ces différentes éco-contributions, taxes affectées, etc. C'est comme ça que vous voyez les choses? Alors oui, en partie. Alors effectivement, on pense à ces effets de bord. Sur la TGAP amont, par exemple, nous, notre proposition, elle vise à, en excluant tous les produits qu'on jugerait de première nécessité et dont la liste pourrait être adaptée. Donc effectivement, il y a cette dimension-là. Sur les micropolluants, c'est la même chose. Je pense qu'on peut exclure dans la liste des éléments qui sont jugés de première nécessité. Après, nous, on a un message clé quand on va taxer forcément un producteur et une entreprise. Elle n'est pas forcée de répercuter sur le prix cette nouvelle taxation. Et nous, c'est vraiment ça. Elle n'est pas forcée de le faire. Quand on regarde ce qui s'est passé, notamment sur les éco-contributions dans les REP, il n'y a pas eu 100% de répercussions. Et donc, nous, c'est vraiment le message qu'on défend. Et à l'inverse, si on ne fait pas cette mise en place-là, il est sûr qu'in fine, 100% du coût reviendra au contribuable local ou national. Donc ça, c'est la première chose. Et après, en termes d'acceptabilité, vous l'avez dit, pour nous, la clé, c'est l'affectation et de pouvoir montrer aux populations qu'ils ne payent pas pour rien. Ils ne payent pas pour rien, et surtout, ce qu'ils payent a vocation à, in fine, disparaître parce qu'on en fait quelque chose pour prévenir les comportements les moins vertueux. Et donc, nous, avec ces 3 milliards d'euros, effectivement, on aurait pu maintenir un fonds vert à son même niveau. On aurait pu doter le fonds chaleur d'1,5 milliard au lieu de 800.
et on aurait pu doper finalement le fonds économie circulaire à près d'1 milliard. Merci. Une dernière question, et puis après je laisserai peut-être la parole à mes collègues s'ils veulent intervenir sur le soutien de l'État aux dépenses d'investissement actuellement via le Fonds vert et l'ADEME. Pour vous, c'est toujours aussi adapté, sachant que maintenant on voit bien que dans une contrainte budgétaire complexe, ces deux opérateurs, enfin même si le Fonds vert c'est pas un opérateur, mais en tout cas se voient un peu rognés et tributaires un peu de nos débats nationaux à chaque PLF. Est-ce que ça vous paraît encore des outils adaptés? Et puis, est-ce que ça vient d'être créé, mais vous avez donné votre avis, vous aviez l'air plutôt satisfait sur la création de ce fonds territorial climat. Pour vous, ça vous paraît une bonne piste aussi pour accompagner les collectivités? Alors, nous, sur ces outils, je dirais, faute de mieux pour l'instant, on est plutôt toujours dans une logique de, bon, bah, au moins ça existe, préservons ce qui existe, et avec des effets vertueux. Le fonds chaleur, par exemple, on est aujourd'hui à 36 € la tonne de carbone évité, ce qui est la politique finalement en matière de transition énergétique la plus efficace et la moins coûteuse. La Cour des comptes elle-même l'a souligné, et donc c'est un outil efficace, clairement. Le fonds économie circulaire, il n'a jamais, je dirais, eu l'avantage d'être aussi bien doté que le fonds chaleur, donc on a peut-être un peu moins d'éléments, mais pour nous, c'est un soutien qui existe. L'ADEME sait instruire les projets, et donc ça peut être effectivement, dans un contexte où il n'y a que ça finalement, c'est une bonne piste. Le fonds vert a eu l'avantage également d'exister à un moment donné où les collectivités avaient énormément besoin de financement, notamment sur la rénovation des bâtiments publics. Nous, après, et ça c'est vrai sur ces trois outils-là, on appelle à venir, et notamment dans cette logique de peut-être rigueur budgétaire, ou en tout cas sérieux budgétaire un peu plus fort, à vraiment finalement procéder comme ce qui a été fait pour le fonds chaleur, c'est-à-dire chiffrons à l'euro de tonne carbone évitée, chiffrons à la tonne de déchets non produites, chiffrons à la tonne de polluants non rejetés dans l'environnement l'euro d'aide qu'on donne. Et nous, c'est vraiment ça notre message. Et peut-être qu'effectivement, au titre de MaPrimeRénov', on verra qu'il y a des pompes à chaleur RR qui ont été financées, alors qu'elles n'en avaient pas forcément besoin, puisqu'elles se développent assez naturellement et qui finalement n'ont pas un rapport environnemental très bon. Il y a peut-être au fond vert également des politiques publiques qui ont été financées, en tout cas sur la première partie, qui n'avaient peut-être pas forcément besoin parce qu'elles étaient un peu plus rentables que d'autres. Je pense notamment à la végétalisation ou d'autres qui ne sont pas du tout rentables. Donc ça, c'est important de le financer et d'avoir de l'appui. Par contre, peut-être que le changement d'éclairage, la nature économique de l'opération fait que ça pouvait être non financé à certains égards en tout cas. Donc nous, on appelle plutôt qu'à faire disparaître ces mécanismes, d'utiliser ce qui existe et surtout, quand on les utilise, de vraiment comparer à la tonne de déchets évités, au mètre cube d'eau économisé quand c'est de la sobriété ou à la quantité de pollution abattue quand on finance des traitements de polluants. Et puis sur le fonds territorial climat, effectivement pour nous c'est une politique très importante qu'on pensait avoir obtenue en 2024, dont on a attendu la mise en œuvre, qu'on a vu à 200 millions à nouveau cette année, puis revenir à 100, puis revenir à 200. Là, ce qui est important pour nous, c'est de le mettre en œuvre. Faisons confiance aux collectivités. Et la circulaire, elle a des points positifs. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de contrôle a priori, que les collectivités se retrouveront avec une enveloppe qu'elles pourront allouer à peu près comme elles veulent. Le point négatif pour nous, c'est qu'on aurait aimé inscrire ça dans la durée. Et nous, on voudrait vraiment à ce que cet engagement, il dépasse d'année en année, et que les collectivités, avec ça, elles puissent financer aussi de l'ingénierie locale, elles puissent financer du fonctionnement et pas que de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un réel déficit en termes de fonctionnement pour les collectivités.
si elles arrivent par la DSIL, par la DETR, par le fonds vert, par le fonds chaleur à trouver finalement des financements, même par les C2E parfois, ce qu'elles ont besoin pour faire ça, c'est de l'ingénierie, de personnes qui vont effectivement étudier ces projets, les faire maturer, ce qui peut éviter aussi que dans le fonds vert ou dans d'autres projets, on ait tendance à, quand on est une collectivité, à plutôt vite avoir envie de vite lever le doigt avec un projet qui est plutôt mature, plutôt qu'à réfléchir à un projet peut-être plus construit, parce qu'on n'a pas forcément l'ingénierie pour le faire et que le mécanisme ne s'y prête pas au départ. Très bien. Merci. Peut-être, tu avais une question ? Non, c'est toi qui le fais. Donc, dans les questions, Isabelle Briquet, est-ce que d'autres souhaiteraient des précisions ? Isabelle. Merci, Présidente. Donc, merci de cet exposé. J'aimerais revenir sur l'aspect social des propositions en matière de fiscalité, parce qu'on voit bien que c'est un enjeu. Ça a été relevé dans le rapport Pisani-Ferry, où on parle vraiment d'acceptabilité sociale. Un recours à l'impôt, oui, pour la transition écologique, mais dans la mesure où il y a une acceptabilité sociale. En ce qui concerne les finances locales, vous avez fait une proposition concernant la taxe foncière avec une part fixée en fonction du DPE des logements. Alors déjà que ces DPE, ils sont assez critiqués actuellement, ça serait... Enfin, voilà, je pense que socialement, c'est quelque chose de compliqué, ça, parce que forcément, ceux qui vont avoir le DPE le moins bon, dans la logique que vous défendez, ça veut dire que mauvais DPE, plus de taxation. Ou alors j'ai compris l'inverse de ce qu'il fallait que je comprenne. C'est le principe. Le principe étant aussi que les collectivités sont libres de le faire ou pas. Aujourd'hui, elles ont la possibilité de créer des exonérations de taxation foncière quand on a fait des travaux de rénovation. Nous, on voudrait qu'elles aient aussi cette faculté, donc il resterait une faculté de pouvoir mettre une part à la hausse, voire à la baisse aussi, pour pouvoir encourager les meilleurs DPE. Là, pour l'instant, on est en cours de réflexion, mais cette taxe foncière, qui est aujourd'hui uniquement basée sur la valeur locative cadastrale, pourrait avoir une composante écologique. Peut-être que là aussi, cette proposition, elle est un peu faute de mieux, puisqu'il ne reste plus beaucoup de taxation et de fiscalité locale à la main des collectivités. Donc l'idée, c'est quand même, sur la base du volontariat, c'est quand même avec une idée derrière d'accompagnement. Et c'est vraiment ça que je veux redire, c'est que même si ça s'était mis en place, derrière, pour nous, l'idée, c'est que les collectivités, elles affectent ces ressources à l'accompagnement des ménages les plus précaires, pour la rénovation énergétique et pour les sortir finalement d'une dépendance à l'énergie, puisque ce n'est pas forcément plus les aider que de juste leur faire un prix d'énergie bas. En tout cas du point de vue de nos élus, et donc elles aimeraient pouvoir dégager ces ressources pour pouvoir les accompagner. Donc il y a peut-être aussi l'idée de le faire sur la base du volontariat, éviter les effets de bord, puisque la collectivité, elle pourrait aussi décider d'exonérer certaines catégories de population, et de rester vraiment dans une logique, ces finances-là vont servir à accompagner les ménages les plus fragiles au départ dans une politique de transition énergétique. Pour vraiment que ça soit efficace, ça va laisser du temps, parce que entre trouver les financements d'abord pour aider, ensuite en fait, ça fait taxer pour aider ensuite ceux à qui on va enlever de la taxe. J'ai juste un petit complément. J'ai la même réflexion sur le gaz, où on en a beaucoup parlé pendant la loi de finances, là, commissaire aux finances, donc forcément on en a pas mal parlé. Pareil, dans la même logique, ce qui a fait revenir sur certaines propositions, c'est que socialement, c'était
on taxait ceux qui étaient déjà pénalisés. Donc voilà, c'est pour ça que ce point-là de l'acceptabilité sociale est assez crucial dans tout ce qui touche la politique environnementale, et c'est très sensible au niveau des collectivités, sachant qu'effectivement, on l'a dit, il y a beaucoup moins de recettes qui sont à la disposition des collectivités et qu'il va falloir en retrouver globalement. Voilà, c'était juste mes petites remarques. Non, bien sûr, effectivement, dans la logique, il y a forcément à un moment donné une hausse de taxation sur ces ménages peut-être plus fragiles. Nous, ce qu'on encourage vraiment, c'est que une fois que ces nouvelles taxations, elles peuvent garantir une certaine part de ressources finalement pour les acteurs de la politique de transition énergétique, elles peuvent au moins sur ces premières années, une fois que par exemple ce corridor de prix sur le gaz est adopté, on peut assez facilement pour une collectivité, plutôt que de chercher des projets qui peuvent sortir de terre, se dire on va d'abord mener un accompagnement des populations les plus en difficulté, parce que derrière il y a une ressource qu'on sait garantie et affectée, on sait que nos projets seront rentables. Donc on peut effectivement aussi avec le Fonds territorial climat mettre un peu plus d'ingénierie pour aller chercher ces ménages en situation les plus précaires, les accompagner encore un peu plus vers la rénovation et ne pas simplement dépendre aujourd'hui de, par exemple, si on prend l'exemple de la rénovation, on est très dépendant du ménage qui veut bien venir vers le service public, ou soit qui se fait démarcher, parfois de manière frauduleuse, ou alors qui veut bien venir vers le service public. Et on sait que pour accompagner les plus précaires, là, il va falloir, pour les collectivités, les identifier, faire des croisements de données, avoir des personnes qui sont en capacité de le faire. Et nous, on se dit qu'avec une ressource dont on est sûr que derrière, quand on va faire un réseau de chaleur, on va être plutôt compétitif par rapport à des énergies fossiles. On peut aussi mobiliser de l'ingénierie pour décider d'aller chercher ces ménages les plus précaires et leur éviter l'effet de bord au moins les premières années. Question ? Merci Madame la Présidente, merci pour vos propos. Moi je reviendrai sur l'eau. J'ai bien compris que vous considériez que les agences de l'eau pouvaient être le bras armé un petit peu d'une politique un peu plus ambitieuse, puisque si on réallouait au territoire une plus grande partie de la recette qui aujourd'hui leur est confisquée en quelque sorte, le problème de l'eau, c'est que les problèmes sont souvent en aval et la ressource elle est en amont. Donc avec beaucoup de population donc sur les territoires aval. En revanche, en amont, beaucoup de territoires très dispersés qui peuvent être la garantie de la ressource. Comment vous voyez cette situation et comment réarmer un petit peu les territoires qui sont plutôt en amont, donc qui sont plutôt des territoires ruraux en réalité, pour justement contribuer à cette protection, même si en aval, il y a tout le problème de la gestion des effluents qui est nécessaire. Mais la ressource, c'est aujourd'hui un souci et qui demande des moyens que n'ont pas aujourd'hui beaucoup de collectivités. Alors pour nous, la question du partage de la ressource, elle est essentielle. C'est pour ça que nous, on trouve très important de généraliser au moins le principe des clés dans tous les territoires et qu'ils puissent à terme avoir des sages, au moins de préfiguration ou peut-être dans une forme allégée que ceux qui existent aujourd'hui, mais qui puissent couvrir tout le territoire. Ça peut, dans ce cadre-là, et pour nous c'est dans ce cadre-là qu'on traite, peut-être même par la contractualisation, mais le partage de la ressource entre tous les usagers et qu'on se garantit finalement que tout le monde contribue à l'effort qui va être nécessaire et pour atteindre les objectifs du plan eau, mais aussi pour faire face aux épisodes de sécheresse et s'assurer une solidarité et éviter finalement les conflits d'usage. Aujourd'hui, de toute façon, il est nécessaire que tous les acteurs fassent cet effort de sobriété. Et donc, pour nous, il y a une logique de planification de cet effort et de contractualisation et d'engagement sur la durée à avoir. En tout cas, c'est comme ça que nous, on essaiera d'y répondre au niveau local. Oui, désolé de revenir sur le point précédent levé par les collègues, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, donc, je préfère reposer à nouveau la question parce que concernant les habitations les moins bien classées sur le volet énergétique,
J'ai cru comprendre qu'il faudrait d'abord taxer et puis ensuite les propriétaires occupants bénéficieraient des accompagnements générés par cette surtaxation, entre guillemets. Or, il s'avère quand même que dans certains cas, même au bon nombre de cas, l'habitat moins bien classé énergétiquement parlant, il est occupé par des gens à faible revenu. Donc ça veut dire qu'on va commencer par taxer des gens à faible revenu pour dégager au travers de cette surtaxation des moyens qu'on va ensuite leur attribuer pour réhabiliter de l'habitat. Ai-je bien compris? Alors, l'idée, c'est déjà, nous, on a plutôt travaillé sur la taxe foncière, donc la taxe foncière propriétaire, qui n'est pas forcément la logique des locataires. Effectivement. C'est le premier point. Ensuite, pour nous, il y a vraiment cette logique de les collectivités auraient la faculté de le faire. Donc la faculté, c'est si l'habitat s'y prête et si effectivement elles jugent qu'il y a un intérêt local à le faire et qu'elles puissent le faire dans des conditions acceptables pour la population. Ensuite, cette logique de le faire sur la base de volontariat permet finalement de le décaler dans la durée et de ne pas appliquer ça demain matin, mais de se dire que dès lors qu'il y a cette faculté, on peut la prévoir à l'appliquer dans quelques années et en attendant, finalement, faire des efforts nécessaires parce que l'ingénierie est possible vers les ménages les plus précaires et parce qu'en fait, derrière, elle pourrait s'assurer une recette qui est liée à ça et à ceux qui, finalement, auraient les moyens de payer mais continueraient à être dans des situations énergétiques qui causent, qui ne sont pas inscrites dans la sobriété. C'est ça la logique. Après, très certainement que le mécanisme il doit être travaillé finement, que même on pourrait imaginer que la loi prévoit des cas d'exemption ou d'exception liés aux revenus des ménages, mais c'est la logique qu'on souhaite défendre, c'est de se dire que à l'inverse, une taxe foncière seulement appliquée sur la valeur locative cadastrale, elle n'est pas plus juste, elle n'est pas plus justifiée aujourd'hui, puisque ces valeurs locatives, on sait qu'elles ont parfois une décorrélation, qu'elles ne sont pas tout le temps mises à jour, et qu'à l'inverse, la part taxe foncière, elle n'est pas affectée, alors que nous, on conduirait les collectivités à plutôt dire, si vous instaurez cette surpart, à l'instar de la taxe GEMAPI, vous l'affectez au financement d'une politique d'accompagnement de la rénovation énergétique. Alors, je suis loin d'être convaincu parce que d'abord, pour avoir été maire 28 ans, je sais que la taxe foncière, elle est liée à la notion de propriété, mais heureusement, il y a des gens à faible revenu, des conditions de ménages modestes, sont propriétaires malgré tout, mais de biens qui ne sont pas avec un niveau énergétique favorable. Et donc, même si vous le lissez dans le temps, comme vous venez de l'expliquer, même si vous trouvez des artifices, même si vous dites que ce sont les collectivités qui auront la main, à partir du moment où on est sur un dispositif qui prend comme valeur de référence le niveau énergétique du bâtiment, je continue à dire que nos populations déjà en difficulté sont les premières impactées pour espérer demain être aidées. Ça m'a... Y a-t-il d'autres questions ou réactions? Est-ce que tu souhaites dire quelques mots peut-être en conclusion? On a fait le tour. Merci beaucoup pour toutes ces propositions structurées et structurantes peut-être, avec le débat qu'on aura effectivement sur les arbitrages de ce que la Commission pourra peut-être préconiser ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Effectivement, on est preneur du document de votre intervention. Et puis voilà, donc merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très, très pertinent. On a commencé sur un volet très transition et ce sera aussi on continuera un peu là-dessus, mais on va essayer aussi de s'ouvrir à d'autres problématiques dans les jours qui viennent. Merci, monsieur. Au niveau organisationnel, c'est bien que les comptes rendus arrivent donc ici, mais est-ce que les membres de la commission seront aussi destinataires de ces comptes rendus? Merci. Donc merci, monsieur Ruffi, d'avoir répondu à notre invitation et surtout la précision de votre présentation. Et puis voilà, des sujets aussi qui
appelleront effectivement au débat et réflexion aussi entre nous. Merci à vous. Juste à signaler à mes collègues qu'une autre réunion de la commission est prévue demain à 17 h en salle 120. C'est les petites villes, c'est ça ? Tout à fait. Oui, l'Association des petites villes de France. Merci beaucoup. Merci à vous.